Je crois que l'univers est une évolution. Je crois que l'évolution va vers l'esprit. Je crois que l'esprit, dans l'homme, s'achève en du personnel. Je crois que le personnel suprême est le Christ universel. Le père Teilhard de Chardin, l'auteur de cette profession de foi, était un scientifique éminent. Il était aussi profondément religieux, et cependant il fut sa vie durant l'objet d'une totale incompréhension, de la plus grande suspicion et de la censure de la part de son Église, l'Église de Rome. Galilée des temps modernes, il était trop en avance sur son époque. Le temps a passé, les eaux se sont calmées, les passions se sont apaisées. Je crois qu'on a maintenant le recul nécessaire pour le considérer avec beaucoup plus de sérénité, avec ses forces, ses faiblesses. Il ne faut ni le canoniser avant l'heure, ni le vouer aux gémonies. C'est un homme qui a quelque chose à nous dire et qui vaut la peine d'étudier au plan académique et universitaire, qui a toujours voulu être fidèle à l'Église, qui a toujours été fidèle à l'Église et qui a, je crois, des choses à nous dire. Il aura néanmoins fallu attendre 50 ans après sa mort pour lui voir enfin consacrer un colloque à Rome, à la prestigieuse université grégorienne dirigée par les Jésuites, sous le patronage bienveillant du Vatican. Cet homme planétaire, spirituel de formation scientifique, a le mérite immense aujourd'hui encore, 50 ans après sa mort, de nous interroger par sa réflexion stimulante sur les rapports fondamentaux entre la science et la foi et sur l'hypothèse fascinante de l'évolution qui est au fondement de la puissante vision unifiante du jésuite auvergnat. À sa manière incomparable, le père Teilhard nous enseigne, comme Jean-Paul II en exergue à Fides et Ratio, que la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. La foi et la raison. Ces deux points de vue fortement opposés à la fin du XIXe siècle, Marie-Joseph Pierre Teilhard de Chardin a cherché, sa vie durant, à les rapprocher. Dès son plus jeune âge, il en a été nourri, au foyer dont il était le 4e enfant d'une famille qui en comptera 11. Sa mère, bien qu'arrière-petite-nièce de Voltaire, était une fervente catholique. Elle transmit au petit Pierre sa profonde piété religieuse. De son père, un humaniste diplômé de l'école des Chartes qui menait la vie d'un gentleman farmer, il hérita le goût pour les sciences naturelles et en particulier pour la géologie. C'est dans la gentilhommière familiale, proche de Clermont-Ferrand, que Pierre vit le jour le 1er mai 1881. De la fenêtre de sa chambre, il découvrait les puits d'Auvergne, aussi mystérieux que le cosmos. À 6 ans, n'y tenant plus, il entraîne un jour sa petite sœur de 4 ans à la découverte de l'intérieur des volcans. On les rattrapera déjà loin sur la route. Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, dès avant l'âge de 10 ans, je remarque en moi l'existence d'une passion nettement dominante, la passion de l'absolu. Je n'étais heureux, je m'en souviens en pleine lumière, que dans la possession ou la pensée de quelque objet plus précieux, plus rare, plus consistant, plus inaltérable. Tantôt il s'agissait de quelques morceaux de métal. Tantôt, par un saut à l'autre extrême, je me complaisais dans la pensée de Dieu Esprit. J'avais le besoin invincible, et pourtant vivifiant, calmant, de me reposer sans cesse en quelque chose de tangible et de définitif. Et je cherchais partout cet objet béatifiant, dans la matière élémentaire, dans les courants d'énergie physique, dans la totalité de l'univers, toujours, je l'avoue, avec cette prédilection instinctive pour la matière, considérée comme plus absolue que le reste. En 1892, il a 11 ans, Pierre Teilhard, conformément à la tradition familiale, entre au collège jésuite de Montgré, à Villefranche-sur-Saône. Sa ferveur et sa piété religieuse, et aussi sa passion pour les pierres, ne se démentiront pas au cours des 6 années qu'il va y passer.
Ses études seront brillamment couronnées par les baccalauréats de philosophie et de mathématiques. En 1899, poussé par le désir du plus parfait, dira-t-il, il entre dans la compagnie de Jésus. Sa formation, qui va durer 13 ans, commence au noviciat d'Aix-en-Provence. En 1900, il entame son juvénat à Laval, où il prononce l'année suivante ses premiers vœux. Mais les mesures anticléricales du ministère Combes et l'expulsion de France des congrégations religieuses le forcent à l'exil. Il rêvera toujours par la suite de réconcilier son siècle avec l'Église. Pour l'heure, le jeune étudiant jésuite se retrouve à Jersey, où il commence par préparer une licence de lettres avant d'entamer ses 3 années de scolastica. Dans son désir de perfection, il envisage de renoncer à sa passion pour la géologie afin de se consacrer entièrement à la religion. Mais le maître des novices le convainc que le service de Dieu peut aussi passer par l'amour des pierres. Son éducation religieuse et sa formation scientifique vont désormais se développer en parallèle. De 1905 à 1908, il est envoyé au Caire où il éprouve les premiers émerveillements de l'Orient. Durant ces 3 années de régence, il va enseigner la physique et la chimie au collège des Jésuites de la Sainte Famille. À ses moments de loisirs, il multiplie les excursions, en Haute-Égypte, au Fayoum, apportant sa contribution à la connaissance géologique et paléontologique du pays. Et il approfondit sa méditation métaphysique. Conduisant un jour ses élèves au sommet de la pyramide de Khéops, il leur fait remarquer: Toutes les faces convergent. Le sommet est dans chacune des faces. En haut, tout n'est qu'un. Il reprendra plus tard cette image dans la conclusion de la puissance spirituelle de la matière. De retour en Angleterre, il entreprend ses années de théologie à Hastings, sans manquer, lorsque l'occasion s'en présente, de s'adonner à la paléontologie locale. C'est au cours de ces années illuminées par la lecture de Bergson que va progressivement s'imposer à lui l'évidence d'un univers tout entier soumis à l'évolution, dynamique, et cela bien avant les découvertes d'Einstein ou de Hubble. Petit à petit, beaucoup moins comme une notion abstraite que comme une présence, a grandi en moi, jusqu'à envahir mon ciel intérieur tout entier, la conscience d'une dérive profonde, ontologique, totale de l'univers autour de moi. De la condition morcelée de cosmos statique, le monde se trouvait soudain accéder à l'état et à la dignité organique d'une cosmogénèse. L'Église qui avait condamné le modernisme en 1907 en était encore à l'univers statique. Mais chez Teilhard, jamais le religieux n'a cherché à étouffer le scientifique, ni le scientifique le religieux. Pour lui, tout progrès de la raison sert la vérité révélée. Le 24 août 1911, à 30 ans, il est ordonné prêtre à Hastings. Pour l'occasion, une partie de la famille s'est déplacée. Elle assistera le lendemain à sa première messe. Il entre alors comme stagiaire au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Le jeune jésuite va y bénéficier de l'enseignement du grand Marcellin Boule et, sous sa direction bienveillante, commencer une véritable carrière de paléontologue. Il va aussi faire là sa première expérience d'un milieu agnostique et athée où il comptera jusqu'à sa mort de solides amitiés. Mobilisé en décembre 1914, le père Teilhard va faire toute la guerre comme brancardier au 4e régiment mixte de zouaves et de tirailleurs. Durant 4 ans, il va partager avec des hommes totalement différents de lui par la culture et la foi, la vie de fantassin, la solidarité dans le combat, la souffrance, l'interrogation devant la mort, le don de soi pour plus grand que soi. À Ypres, à Douaumont, au chemin des Dames, il va vivre passionnément son baptême dans le réel, comme il dit. J'affirme, pour moi, que sans la guerre, il est un monde de sentiments que je n'aurais jamais connu ni soupçonné. Personne, hormis ceux qui auront été, ne saura le souvenir chargé d'émerveillement
qu'un homme peut garder de la plaine d'Ypres en avril 1915, quand l'air des Flandres sentait le chlore et que les obus coupaient les peupliers le long de l'Yperlé. Ces heures plus qu'humaines imprègnent la vie d'un parfum tenace, définitif, d'exaltation et d'initiation, comme si on les avait passées dans l'absolu. Tous les enchantements de l'Orient, toute la chaleur spirituelle de Paris ne valent pas, dans le passé, la boue de Douaumont. Manifestant le plus grand mépris pour le danger, il est volontaire pour toutes les missions. Il va un jour rechercher sous le feu de l'ennemi le corps d'un officier tué. 2 citations à l'ordre de la division et à l'ordre de l'armée, la croix de guerre, la médaille militaire et enfin la Légion d'honneur salueront son comportement exemplaire. Ces années de guerre sont pour lui l'occasion de faire une nouvelle expérience, après celle de la matière et du spirituel, celle de l'humain, la 3e composante fondamentale de sa pensée. Dans la tranchée, nous n'étions plus des individus isolés, ayant chacun leur vie personnelle. Nous étions soudés les uns aux autres en une seule et grande unité, en un corps collectif dont nous partagions les périls, les douleurs physiques et morales, en toute fraternelle égalité. C'est cela qui, pour moi, était exaltant. Il perçoit dès lors les sociétés humaines comme des ensembles complexes, assimilables à des organismes biologiques d'un niveau supérieur. Cette nouvelle étape de l'évolution annonce déjà son intuition prochaine d'une enveloppe nouvelle, coiffant la biosphère, où se concentre la vie psychique. Il baptisera cette enveloppe noosphère, la couche pensante de l'humanité. Dans ses temps de repos, il écrit une 20aine d'essais aujourd'hui réunis sous le titre « Écrits du temps de la guerre ». Il y livre son testament d'intellectuel, dit-il, poussé par l'incertitude du lendemain, dans ce conflit où 2 de ses frères vont laisser la vie. Au fur et à mesure de la rédaction de ses cahiers, il en confie la substance à sa cousine Marguerite Teilhard-Chambon, à laquelle le lie une grande complicité intellectuelle. Comme dans toute correspondance, il s'exprime beaucoup plus librement que dans des essais qui sont travaillés. Et Marguerite est beaucoup plus qu'une correspondante, c'est une confidente. Quand il vient en permission, il s'arrête toujours chez elle. Ils discutent ensemble indéfiniment. Dès qu'il retourne au front, il lui réécrit. Et donc, ces lettres de la guerre, c'est quelque chose d'étonnant. Parce que vous voyez germer sa pensée. Ses écrits du temps de la guerre, repris dans sa correspondance, annoncent en effet déjà toute son œuvre future. Dans cette première synthèse de ces 2 cultures, scientifique et religieuse, Teilhard expose une cosmologie nouvelle, en évolution, où la matière et l'esprit, le corps et l'âme, ne s'opposent plus, mais représentent les 2 faces d'une même étoffe cosmique. On connaît pas toujours très bien dans le grand public l'œuvre scientifique du père de Charles de Chardin, qui est très importante. Mais il a eu une œuvre différente aussi, une œuvre de philosophe, où il a essayé de réfléchir sur les relations entre les sciences et la foi. Et l'évidence des recherches paléontologiques a démontré que les textes sacrés ne doivent pas être pris à la lettre, ne doivent pas être pris littéralement, que c'est un langage symbolique. Et le but de cette tradition des textes sacrés, c'est de montrer que l'homme a été créé par Dieu à partir de rien. Et Teilhard de Chardin a voulu montrer que toute l'histoire de l'univers, toute l'histoire de la vie, toute l'histoire des hominidés correspond à un programme, à une évolution constante qui va vers de plus en plus de complexité. Il pensait que toute matière contient quelque chose de psychique. Il y a un psychisme diffus qui est aussi dans les électrons, dans les petits électrons qui sont dans la matière, dans les molécules et tout ça, et que l'agrégation de ce psychisme naturel, disons, porte à des unités toujours plus grandes,
plus complexe et plus consciente, jusqu'à passer le seuil, comme il disait, du psychisme direct au psychisme réfléchi. La base de réflexion de Teilhard, c'est vraiment les données scientifiques. Ce que Teilhard fait, c'est partir de sa pratique, on pourrait dire de géobiologiste ou de paléontologiste, et d'essayer de trouver le sens à ces données scientifiques. Donc en fait, Teilhard de Chardin a la volonté d'intégrer ce qui appartient, disons, au corpus de connaissances scientifiques du moment, et d'en chercher un sens. Il ne confond pas. Donc science et philosophie, ou science et théologie, il parle souvent d'une sorte de convergence. Ce que Teilhard fait, c'est prendre le donné scientifique, en faire une sorte de phénoménologie, d'approche du phénomène, et puis d'en dégager progressivement un sens possible. Et il découvre avec joie une sorte de convergence entre ce qu'il a découvert à partir des données scientifiques et ce que lui donne la révélation chrétienne. Je crois pour ma part que le père Teilhard a eu le mérite de s'inscrire contre une certaine théorie de l'évolution matérialiste, n'est-ce pas, de type mécaniciste, et qu'il a, au contraire, si je puis dire, renversé la vapeur. Au lieu de faire de l'évolution un fruit mécaniciste, si vous voulez, pour emprunter ce vocabulaire, il en a fait au contraire le fruit donc d'une tension en avant vers ce qu'il appelle donc le Christ cosmique. Alors je dirais que sur ce point, Teilhard est l'anti-Darwin. C'est vraiment deux visions du monde, et la vision du père Teilhard est une vision spiritualiste. Le Christ a un corps cosmique répandu dans l'univers tout entier. Tel est le mot ultime qu'il faut entendre. Vivre de la vie cosmique, c'est vivre avec la conscience dominante qu'on est un atome du corps du Christ, mystique et cosmique. Il est une communion avec Dieu, et une communion avec la terre, et une communion avec Dieu par la terre. Le 26 mai 1918, il a alors 37 ans, il profite d'une permission pour aller prononcer à Lyon les vœux solennels qui le consacrent définitivement à l'ordre de Saint-Ignace de Loyola, pour la plus grande gloire de Dieu. Sa formation de jésuite est achevée, il lui reste à compléter sa formation scientifique. Démobilisé en 1919, il reprend aussitôt le chemin du muséum et obtient l'année suivante sa licence ès-sciences. Il prépare alors sur le terrain sa thèse de doctorat sur les mammifères de l'Éocène inférieur français et leurs gisements, qu'il soutient brillamment en 1922, ce qui lui vaut de décrocher un poste de professeur adjoint de géologie à l'Institut catholique de Paris. Parallèlement à ses occupations scientifiques, il donne des conférences et dirige des retraites très suivies pour les étudiants catholiques de Normal Sup et de Polytechnique. En avril 1923, il part avec un ordre de mission officiel du Muséum pour son premier voyage en Chine. Durant 1 an et demi, il va seconder le père Licinte, un jésuite naturaliste, fondateur du musée de géologie et de paléontologie de Tianjin. D'un abord difficile, le père Licinte veille jalousement sur ses collections, prêt à les défendre l'arme à la main s'il le faut. Et dans le laboratoire où flotte encore aujourd'hui la présence de son créateur, le père Teilhard apportera sa touche dans l'organisation rigoureuse et la classification systématique. Un mois après son arrivée, les deux hommes partent pour une campagne de fouilles de 4 mois dans le désert des Ordos. Ils ont la chance de découvrir bientôt les 2 premiers foyers paléolithiques jamais mis au jour en Chine. Teilhard s'enthousiasme. Mais chez lui, le religieux se tient toujours aux côtés du scientifique. Fortement impressionné par le cadre grandiose où il se trouve, il écrit la messe sur le monde. Puisqu'une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de laine, mais dans les steppes d'Asie,
je n'ai ni pain, ni vin, ni autel. Je m'élèverai par-dessus les symboles jusqu'à la pure majesté du réel. Et je vous offrirai, moi, votre prêtre, sur l'autel de la terre entière, le travail et la peine du monde. Toute ma joie et ma réussite, toute ma raison d'être et mon goût de vivre, mon Dieu, sont suspendus à cette vision fondamentale de votre conjonction avec l'univers. L'année suivante, à l'occasion de nouvelles campagnes de fouilles à la lisière orientale du désert de Gobi, il commence à défricher la géologie du pays. Au final, cette première plongée dans la Chine profonde est une expérience nouvelle pour le père Teilhard. Elle lui permet de constater à plusieurs reprises l'admirable abnégation des missionnaires isolés au milieu d'un peuple qu'il trouve primitif et souvent hostile. Véritablement, un voyage en Extrême-Orient représente une sorte de tentation du multiple. Comment espérer l'unification spirituelle et cordiale de ces fragments d'humanité qui s'échelonnent à tous les degrés entre les mœurs sauvages et des formes de néo-civilisation passablement discordantes de nos perspectives chrétiennes? Coûte que coûte, je le crois, il faut se cramponner à la fois en un sens et en un terme de l'agitation humaine. En septembre 1924, après s'être recueilli à Shanghai sur la tombe de sa sœur aînée, Françoise, ancienne supérieure des Petites Sœurs des Pauvres emportée par la variole 13 ans plus tôt, le père Teilhard s'embarque pour la France. La parenthèse chinoise est terminée, pense-t-il. De retour à Paris, il reprend ses occupations. Mais bientôt, un grave malentendu va l'opposer à Rome. L'Église voit encore dans la Genèse un récit historique où l'homme apparaît brusquement au 6e jour de la création tel qu'il est aujourd'hui, alors que la paléontologie lui enseigne que l'homme est le fruit d'une longue évolution aux multiples ramifications. La crise éclate à propos d'une note confidentielle à un ami sur le péché originel, nouvelle grille de lecture que propose le père Teilhard à la lumière de ses acquis scientifiques. Il est parti de la vision littéraliste qu'on faisait du péché originel. Alors il a compris ça comme une chose qui était anormale, en ce sens que un individu isolé, pour lui du Pléistocène, je sais pas quoi, aurait été la cause de tout le mal du monde, c'est pas possible. Alors il a remplacé, si vous voulez, le récit de la Genèse, dans lequel il a très bien compris que Adam et Ève ne pouvaient pas être vus comme des individus particuliers, mais comme des prototypes de l'humanité. Alors en ce sens-là, il a dit, finalement, Dieu est parti du multiple et il a, pour ainsi dire, créé une onde qui allait unifier le multiple, mais comme il monte vers le 1, il y a des catastrophes en cours de route et il y a des ratés. Autrement dit, le péché originel, pendant profondeur, est un péché qui est, pour ainsi dire, le résumé de notre tentation d'homme moderne devant un monde qui pleure, qui souffre, qui donne et qui finalement meurt. Qu'est-ce que vous allez dire que Dieu est là-dedans ? Ce qui a été reproché, alors disons ce qui a jeté le trouble chez certains, c'est que le mal dans certains des écrits de Teilhard, vous savez, ces écrits qui ont circulé un peu dans tous les sens, c'est comme si le mal apparaissait comme un mal nécessaire, si vous voulez, comme si l'évolution postulait qu'il y ait des ratés, qu'il y ait des... Alors disons, en termes philosophiques, c'est plutôt une vision à la Leibniz, enfin une vision de Théodicée, et que le mal, disons que dans la foi, nous le situons non pas de l'ordre du problème, mais dans la catégorie du mystère. Il n'y a pas simplement un mal physique, mais il y a un mal personnel, et il y a ce mal que nous appelons le péché. Alors, si vous voulez, c'est l'insistance de toute la tradition chrétienne sur ce mal qu'est le péché, qui est apparu moins évident dans certains écrits de Teilhard, qui a suscité le trouble dont vous parlez.
De fait, il a subi l'incompréhension de certains cercles qui voulaient en rester probablement à une expression très étroite et peut-être trop datée des contenus dogmatiques. Mais ce qui est beau chez Théard, c'est que cette incompréhension ne s'est pas traduite chez lui par une amertume. C'est un homme d'une grande fidélité à sa vocation de jésuite et de prêtre. Et c'est aussi un homme extrêmement bon, pourrait-on dire, et il n'a jamais été aigri par cette incompréhension. Au contraire, il a continué, envers et contre tout, à poursuivre, disons, son idée. Et de fait, on pourrait dire qu'encore aujourd'hui, son projet est stimulant pour qui veut comprendre les rapports entre science et foi. Teilhard est contraint d'abandonner son enseignement à l'Institut catholique, de limiter ses publications au domaine scientifique et de quitter la France. S'il n'en éprouve aucune rancœur, l'incompréhension dont il se sent alors victime est néanmoins pour lui un drame, dont il souffre beaucoup intérieurement. Mais il reste fidèle à son vœu d'obéissance. Pendant près de 20 ans, la Chine va devenir sa seconde patrie. Il trouvera cependant des arrangements avec sa hiérarchie pour revenir périodiquement en France pour des séjours parfois de plusieurs mois. Pour l'heure, il retrouve à Tientsin le père Licinte, avec lequel il reprend quelque temps les campagnes de fouilles. Puis, à partir de 1929, il s'installe à Pékin où le service géologique de la Chine lui propose un poste de conseiller scientifique. Le voilà devenu fonctionnaire chinois. À ce titre, il va être mêlé à la première grande découverte de paléontologie humaine en Chine. Depuis 1927, à l'instigation de l'anthropologue canadien Davidson Black, le service géologique avait entrepris des fouilles systématiques à Choukoutienne, près de Pékin. Il a été le premier grand paléontologue à s'occuper des fouilles de Chine et de Choukoutienne. Puis il a eu un rôle important, je pense, dans les fouilles de Choukoutienne, parce qu'au début, les fouilles de Choukoutienne avaient pour but d'étudier, c'est des fouilles paléontologiques, d'étudier des ossements d'animaux. Et personne ne pensait qu'il pouvait y avoir des outils taillés ou des habitats préhistoriques. Mais on faisait des fouilles car avaient été trouvées il y a très longtemps, bien avant, des dents d'hominidés, qu'on avait d'ailleurs appelé le Sinanthropus. Sinanthropus pygmenesis. Et les paléontologues qui fouillaient Choukoutienne espéraient qu'on retrouverait d'autres fossiles. En décembre 1929, le premier crâne de Sinanthrope était mis au jour par le docteur Pey. 5 autres n'allaient pas tarder à suivre, et autant de mandibules. Si le père Teilhard n'a pas personnellement participé à la découverte de ce grand ancêtre vieux de 4 à 500 000 ans, il a fortement contribué à le dater en établissant la stratigraphie rigoureuse du lieu de la découverte et à en déterminer le degré de culture. J'ai bien de la chance d'être mêlé à cette affaire. Des chances comme celle-là achèvent de me rendre uniquement et follement amoureux de la divine influence qui mène le monde. Et un jour, le père de Chardin s'est aperçu qu'il y avait des cendres, des terres brûlées, des eaux brûlées, et que manifestement, un homme, un hominidé, savait allumer le feu. Et il a écrit à l'abbé Breuil, qui est venu en Chine à l'invitation du père de Chardin, et le père de Chardin, l'abbé Breuil a confirmé ses observations que des foyers avaient été allumés dans la grotte de Choukoutienne, et l'abbé Breuil aussi a mis en évidence qu'il y avait des outils taillés en quartz. Mais le scientifique, chez Teilhard, n'oublie jamais qu'il est aussi un religieux. Il poursuit parallèlement sa longue méditation philosophique et métaphysique, nourrie de toutes ses expériences sociales et humaines et de ses découvertes scientifiques. Je conçois de mieux en mieux l'homme comme le grand phénomène terrestre.
celui en lequel culminent les plus grands événements géologiques et le plus vaste mouvement de la vie. Autrement dit, je découvre des prolongements humains à la géologie. Il ne se limite d'ailleurs pas à Choukoutienne, ni même à la Chine. D'une activité débordante, il chasse le paléolithique en Somalie, en compagnie de Monfred, et en Éthiopie. Les structures géologiques en Mandchourie, au Shanxi, au Shenxi. Il prend part à l'expédition américaine au Gobi pour le compte de l'American Museum of Natural History. Et toujours il poursuit sa méditation, qui lui inspirera bientôt l'esprit de la terre, aux accents rimbaldiens. Appuyé sur ce que m'ont appris depuis 50 ans la religion et la science, j'ai voulu sortir du brouillard pour trouver la vue des choses elles-mêmes. Et voici ce que j'ai cru apercevoir seul en face du monde. La convergence générale en quoi consiste l'évolution n'est pas achevée avec l'hominisation. Il n'y a pas seulement des esprits sur la Terre. Le monde continue, il y aura un esprit de la Terre. Le 12 mai 1931, une nouvelle aventure s'offre au père jésuite. Il est embarqué comme géologue sur une autochenille de la Croisière jaune, organisée par André Citroën pour prouver la résistance de ses véhicules. Parti de Pékin sous la direction du lieutenant de vaisseau Victor Point, le groupe Chine dont il fait partie et où il ne relève aucun catholique pratiquant, doit rejoindre au Turkestan chinois le groupe Pamir, parti de Beyrouth, avec à sa tête Georges-Marie Hart, le directeur général des usines Citroën. Passant au travers de 1000 épreuves de toutes sortes, il se trouve pris dans un combat entre nationalistes et communistes, attaqué par des bandits, retenu prisonnier plusieurs semaines par le maréchal King, un seigneur de la guerre maître du Xinjiang qui convoite leurs véhicules, retardé par des avaries mécaniques, par les rigueurs climatiques. Le père Teilhard poursuit néanmoins, comme il le peut, et avec succès, sa prospection géologique du pays. Malgré les conditions défavorables, j'arrive à réaliser mon plan de faire la jonction entre la géologie de la Chine et la géologie de l'Asie centrale. Les formations et les structures se poursuivent d'une manière inespérée. Ne pas avoir fait cette prospection m'aurait gravement manqué dans l'avenir. Finalement, j'ai à peu près doublé mes connaissances sur l'Asie. 10 mois de ma vie, même à 50 ans, ne sont pas trop chers pour payer cela. Au terme de cette longue épopée où son seul regret aura été la presque impossibilité de se recueillir, Teilhard rentre à Pékin le 12 février 1932 pour y apprendre avec tristesse la mort de son père. Il reprend son travail au service géologique et en particulier sur les fouilles de Choukoutienne. Mais il a conscience d'être arrivé à un tournant de sa vie. Je poursuis tout droit et je poursuivrai tant que j'en aurai la force ma ligne scientifique. Mais derrière, il y a toute une perspective religieuse du monde et de la recherche qui s'est développée dans ma vie. Et c'est cela surtout que je voudrais diffuser à la faveur d'un peu de notoriété en sciences. Et le voilà, bientôt reparti pour de nouvelles expéditions en Chine du Sud, afin d'étendre la cartographie géologique et paléontologique du pays. Il va explorer une nouvelle fois le Shanxi, puis le bassin du Yangtze-Kiang jusqu'au contrefort du Tibet, en compagnie du géologue écossais George Barbour, le Guangxi, le Guangdong, avec Pei Wong, ses collaborateurs du service géologique. Peu à peu, il rattache entre elles les différentes formations géologiques qu'il a relevées au nord et au sud. Au passage, il met au jour différents sites lithiques. De retour à Pékin, il est profondément affecté par la mort subite de son directeur au service géologique, Davidson Black. L'homme de foi se raccroche alors à la raison pour surmonter l'épreuve. Quelques mois plus tard, son « Comment je crois » témoignera du combat interne chez lui entre le scientifique sûr de son fait et le religieux en proie au doute. L'évolution, en découvrant un sommet au monde,
rend le Christ possible, tout comme le Christ, en donnant un sens au monde, rend possible l'évolution. Sûr de plus en plus qu'il me faut marcher dans l'existence, comme si au terme de l'univers m'attendait le Christ, je n'éprouve cependant aucune assurance particulière de l'existence de celui-ci. Croire n'est pas voir. J'accepte dans ces conditions de marcher jusqu'au bout sur une route dont je suis de plus en plus certain, vers des horizons de plus en plus noyés dans la brume. Voilà comment je crois. Sans doute à son ami et grand préhistorien l'abbé Breuil, venu en expert sur le site de Choukoutienne, confie-t-il, comme à d'autres correspondants de l'époque, son tourment et sa désaffection aussi pour la paléontologie. Le passé m'a révélé la construction de l'avenir, et la préoccupation de l'avenir tend à tout balayer. Maintenant que la découverte fondamentale est faite, à savoir que nous sommes portés sur une onde marchante de conscience, que reste-t-il d'important à trouver derrière nous? Débordant du contexte chinois, il va pourtant étendre à partir de 1935 ses investigations à toute l'Asie, faisant porter de plus en plus son intérêt sur les origines de l'homme. On le retrouve ainsi successivement au Cachemire et en Inde, en compagnie de son ami le géologue canadien Helmut Deterra, puis à Java, où il se rend à plusieurs reprises et où l'anthropologue von Königswald découvre sans cesse de nouveaux pithécanthropes, en Birmanie aussi, et en Malaisie. Il conforte solidement sa notoriété en participant à de nombreux colloques, aux États-Unis, où il reçoit la médaille Gregor Mendel pour l'ensemble de son œuvre, en France aussi, où un laboratoire de géologie appliquée aux origines de l'homme est créé pour lui par décision ministérielle. Durant cette période, sa pensée se précise encore. Dans Esquisse d'un univers personnel, daté de 1936, il décrit, rayonnant au sommet de l'évolution, un centre personnalisé de conscience universelle, moteur de la cosmogénèse et clé de voûte du monde. Dans l'énergie humaine, l'année suivante, il donne à ce centre personnalisé le nom de point oméga. Vers ce point convergent, sous les forces de l'amour, toutes les énergies élémentaires accumulées dans la noosphère, la sphère pensante de l'humanité. Comme c'est un point qui va rassembler toute l'humanité à travers les siècles sur lui-même, il doit être extrêmement complexe. C'est donc, quand on pense déjà à la complexité d'un cerveau humain qui est phénoménale et qui nous donne déjà cette réflexion et cette personnalité, cette possibilité de dire « je », le point oméga, a fortiori, puisqu'il serait formé de la complexité de tous les cerveaux qui seront apparus et qui apparaîtront jusqu'à la fin des siècles, va être super centré, et c'est pour ça que Teilhard est le seul qui, du point de vue rationnel, introduit un Dieu qui est personnel. Ce n'est pas une entité de Dieu, c'est quelqu'un qui peut dire « je » parce que lui-même est formé, comme nous sommes formés, d'une pluralité. Mais il est non seulement formé d'une pluralité centrée qui est « je », mais pour pouvoir être « je » et être ce sommet d'irréversibilité d'où les hommes ne doivent pas redescendre, il ne faut pas qu'il y ait une mort après cela, il faut qu'il soit hors de l'espace et du temps. Donc ce point oméga a vraiment les propriétés d'un Dieu qui est hors espace-temps, qui est donc finalement lui-même la cause de tout le mouvement de l'évolution. Mais pas comme une chic note qu'il aurait lancée, mais comme une vaste attraction, comme un vaste aimant, si vous voulez, qui depuis le Big Bang attire toute la complexité vers l'homme et puis de l'homme vers lui-même. La poussée pour cette croissance du psychisme dans la nature, il la voyait dans le fait qu'il y a une énergie qu'il appelait très, très sagement radiale, une énergie qui agit sur le psychisme, comme l'énergie qu'il appelle transversale, pour la distinguer en bon scientifique, parce que les mauvais scientifiques aujourd'hui parlent d'énergie toujours. Ils faisaient la distinction, énergie radiale, énergie transversale, c'est l'énergie normale qui agit sur les corps, qui les fait bouger, qui les fait concentrer. Et il disait que cette énergie radiale agit sur les psychismes des choses et pousse vers la complexité. La déclaration de la Seconde Guerre mondiale le surprend à Pékin, où il va rester bloqué par l'invasion japonaise jusqu'à la fin du conflit. Le temps des expéditions lointaines est révolu.
Il va désormais se concentrer sur la région pékinoise, en particulier les Western Hills, dont la géologie l'intéresse. Il y entraîne d'ailleurs volontiers, pour des pique-niques du dimanche, des amis proches, parmi lesquels on aperçoit souvent la sculptrice américaine Lucille Swan, qui a donné un visage au synanthrope. Il avait une grande affinité pour le féminin. L'intuition, la sensibilité féminine était beaucoup plus proche pour lui. Il avait absolument besoin du féminin. Et je trouve que sa personnalité s'exprime très très bien dans ses rapports avec le féminin. Dans ma famille, c'est la même chose. Ma mère le comprenait bien, beaucoup mieux que ses frères, qui n'étaient pas... Bon, qui l'aimait beaucoup, si vous voulez, mais qui comprenaient plus difficilement son message. La sua educazione familiare. L'éducation qu'il avait reçue, d'abord dans sa famille et plus tard chez les jésuites, l'avait évidemment tenu à l'écart de l'ambiance et de la fréquentation féminine. Quand il a eu terminé ses études, il est retourné à Paris et il a pris l'habitude de rendre visite à sa cousine Marguerite. Et il a alors découvert la force de l'élément féminin, la richesse de la sensibilité, de la réalité féminine. Et il a pris conscience que l'élément masculin, avec sa psychologie et toute sa réalité, est incomplet s'il n'est pas confronté à la réalité féminine. Et cette découverte de la force de l'élément féminin lui a fait définir le féminin comme étant l'élément unifiant. Parce que la femme a cette capacité d'accueillir en elle, de faire germer et de féconder et de mettre au monde, au niveau physique, ça nous le savons tous, mais aussi au niveau psychologique et spirituel, les réalités culturelles, spirituelles, et de porter en avant l'évolution, ce qui donne à la femme un pouvoir. Non, pas ce qui donne, ce qui reconnaît à la femme une force absolument exceptionnelle. Et au fur et à mesure que ses intuitions intellectuelles, spirituelles affleuraient en lui, il les communiquait à ses amies femmes. Et ensemble, ils faisaient prendre corps à ses intuitions. Et ils accouchaient, si l'on peut dire, des idées nouvelles et des intuitions qui ont participé à toute la construction de sa pensée. Et c'est naturellement à une femme, Jeanne Mortier, la collaboratrice de ces 15 dernières années et la légatrice de ses manuscrits, que nous devons la publication contre vents et marées de l'intégralité de son œuvre philosophique et religieuse. Une œuvre qui, pour le grand public, dormait dans des tiroirs depuis parfois des années. Ainsi, le phénomène humain, ouvrage majeur de Teilhard, était-il déjà terminé au début de la Seconde Guerre mondiale. Le père y synthétise sa vision purement scientifique de l'évolution, déjà ébauchée dans ses essais antérieurs. Il dit, puisque en un point de l'univers, il y a un dedans des choses, je peux fermer les yeux et me remettre en moi-même, je sais qu'il y a un monde, quelque chose qui existe, qui n'est pas réductible à ce qu'on voit à l'extérieur, comme l'univers est un, qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a des dualités ou quoi, c'est que l'univers a la propriété d'avoir une intériorité. Et donc pour lui, l'histoire de l'univers est l'histoire d'une augmentation de cette intériorité en fonction de la complexité. Un atome est plus complexe que toutes les petites parties qu'il font. Une molécule qui comprend plusieurs atomes est plus complexe. Une cellule vivante est de nouveau plus complexe que tous les atomes et les molécules qu'il compose. Et ainsi de suite, au fur et à mesure que s'élabore l'évolution, on remarque que le psychisme ne fait qu'augmenter. Il y a donc de plus en plus d'intériorité, mais une intériorité qui, par l'animal n'est pas perçu comme tel. Il sait, il a une certaine intelligence, mais l'homme, à partir de ce qu'on appelle le pas de la réflexion, réfléchit. L'homme non seulement sait, mais sait qu'il sait. Et ça, c'est un tout nouveau départ pour l'évolution. Il a pu parler d'ailleurs du rebondissement humain de l'évolution.
L'homme n'est donc pas le terme, mais la flèche de l'évolution. Celle-ci se poursuit par la socialisation de l'humanité, sa convergence sur elle-même, que certains aujourd'hui croient voir se réaliser dans le phénomène de la mondialisation. Alors, à ma connaissance, le père Teilhard ne parle jamais de mondialisation ou globalisation, mais toute son œuvre, c'est évidemment le récit de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire un monde qui se recentre, quelque chose qui se passe en temps réel dans le monde, une communication qui peut être extrêmement violente, mais qui fait que pour la première fois, la planète Terre, c'est une seule planète. Nous habitons maintenant un monde qui est un. Je me suis souvent demandé, pour vérifier ce que vous dites, ce que vous posez comme question, qu'est-ce qu'aurait dit Teilhard après les attentats du 11 septembre 2001. Alors, on n'a pas le droit de parler à la place des morts, mais moi je dirais qu'il aurait dit, voilà, il y a beaucoup de violence dans le monde, mais regardez ces images qui ont été vues par 1 milliard, 2 milliards de personnes. Nous sommes complètement en temps réel. Bon, ce qu'on voit, c'est la face très très sombre, mais il y a autant de gens, sinon plus, il y a beaucoup plus de gens qui, en regardant ces images, se posent des questions sur le devenir de l'humanité, comment les hommes vont s'entendre, comment on va faire la paix, puisqu'on ne peut plus invoquer Dieu pour la paix, eh bien, il faut que ce soit les hommes qui la fassent ensemble. Des hommes sont capables de changer ce qui paraît irréversible. Or, il me paraît qu'aujourd'hui, cette intuition qui s'est incarnée dans la petite Europe et maintenant dans la grande Europe prend corps, et tous, ne faisons pas d'anachronisme, mais cela aurait sans nul doute réjoui profondément Teilhard. En tout cas, cela s'inscrit dans sa vue des choses. Après la guerre, il retrouve Paris en 1946 et découvre alors qu'il est un personnage célèbre. Il est fait officier de la Légion d'honneur, participe à des colloques et on le sollicite pour de nombreuses conférences. Mais ses œuvres ne circulent toujours que sous le manteau. Le Collège de France lui ouvre ses portes, mais il lui faut l'autorisation de son ordre. Ayant surmonté un infarctus, il décide en octobre 1948 de se rendre à Rome pour plaider sa cause. De la résidence des Jésuites où le supérieur général lui réserve un accueil chaleureux, il aperçoit la coupole de Saint-Pierre. Présentement, c'est bien ici que se trouve le pôle christique de la Terre. C'est bien ici, veux-je dire, que passe l'axe ascensionnel de l'hominisation. Dans l'attente d'une réponse à ses requêtes, il visite Rome et se recueille avec émotion au Jésus, à l'autel de Saint Ignace, le fondateur de son ordre. Mais finalement, il n'obtient ni l'autorisation de publier le phénomène humain, ni celle de se présenter au Collège de France. Bien plus, il lui faudra bientôt s'exiler à nouveau. En France, son influence est jugée trop forte. Une fois encore, il s'incline en taisant sa souffrance. Au fond, cet homme dont on ne dit pas assez que les derniers mois ont été des mois très difficiles sur le plan psychologique, on dresse de Teilhard un portrait idéal. Il a été aussi un homme d'interrogation, d'hésitation. Vous savez, l'hésitation fait partie du système, d'ailleurs, le fameux tâtonnement. L'hésitation fait partie du système teilhardien. Mais en même temps, il a été un homme de très grande certitude. Vous savez, on peut être debout sur un roc en se demandant si on n'est pas sur du sable. Ça, c'est aussi l'expérience des mystiques qui, en pleine nuit, savent que le soleil est là, mais ils ne le voient pas. Une fondation anthropologique américaine, la Wenner-Gren Foundation, lui propose du travail. Les États-Unis seront sa dernière patrie. Il a 70 ans, mais il ne baisse pas les bras. 2 voyages en Afrique du Sud sur des sites à Australopithèques le persuade que le berceau de l'humanité se trouve en Afrique. Et il précise encore sa vision de l'évolution dans divers essais. Dans le Christique, son œuvre ultime, considérée comme son testament spirituel, il arrive à la conclusion que le Christ de la Révélation n'est pas autre chose que le point oméga de l'évolution. Le scientifique a définitivement rejoint le religieux.
Il dit avec un raisonnement qui était au fond très logique, il dit si ce point oméga est personnel et que son but est d'attirer tout à lui, il est inconcevable que sur une planète comme la Terre, on ne trouve pas des traces de cette attraction. Donc recherchons parmi les grands phénomènes spirituels et religieux où il y a trace d'une attraction d'un être cosmique qui nous attire, qui est personnel et qui va à la mort. Mais il dit, il n'y a pas 36 solutions. Le christianisme, avec la résurrection de Jésus-Christ, qui nous prouve que la mort n'est qu'un passage, est vraiment ce qui correspond le mieux à cette révélation que nous devrions avoir. Ce qu'il appelle d'ailleurs une réflexion le point oméga sur l'humanité. Et l'évolution étant le contraire de la désunion, puisqu'elle va vers toujours plus d'union, le Christ évoluteur, c'est la nouvelle figure du Christ rédempteur, où à travers la souffrance, à travers la peine et à travers la mort, il va quand même arriver à faire aboutir le mouvement d'évolution en ce point oméga d'éternité. Comment se fait-il alors que, regardant autour de moi et tout grisé encore de ce qui m'est apparu, je me trouve quasiment seul de mon espèce, seul à avoir vu. Incapable donc, lorsqu'on me le demande, de citer un seul auteur, un seul écrit où se reconnaisse clairement exprimée la merveilleuse diaphanie qui, pour mon regard, a tout transfiguré. Lui, il était très porté par le fait qu'il était un visionnaire. L'autre point très fort qui met en lumière est cette idée qu'à la longue, après des millions d'années d'hommes qui vivent dans la biosphère, il y aura un moment, un point où il y aura une conscience universelle, un super-humain qui soudera toutes les consciences. Ça, je vois une certaine difficulté à le voir du point de vue vraiment des faits naturels que nous connaissons maintenant. Mais sur ça, je pourrais dire qu'il faut attendre 1 million d'années avant de savoir, parce qu'on a tellement progressé dans l'intégration de l'humanité, aussi avec tout ce qui arrive aujourd'hui, les guerres, les morts et la famine, que peut-être les millions d'années feront aussi souder les volontés et l'amour de tous les hommes. Le père Teilhard, lui, voyait cette convergence de l'humanité dans un avenir beaucoup plus proche et à travers de grandes organisations internationales spécialisées et politiques. Et prévoyant le rétrécissement inéluctable de la planète qui en découlerait, il préconisait déjà des politiques de préservation. Je crois que Teilhard a rendu un immense service à la pensée chrétienne et catholique en particulier, en permettant d'intégrer dans les perspectives de la pensée chrétienne catholique du XXe siècle les apports fondamentaux du renouvellement des sciences et de la nouvelle vision dynamique et évolutive de l'univers et de la vie. Et je crois que c'est un apport essentiel pour éviter de demeurer dans deux mondes étanches, complètement étrangers l'un à l'autre, celui de la science et celui de la foi, disons. Il estimait qu'il fallait, dans le fond, trouver une expression de la foi qui soit à la hauteur, dirait-on, au niveau des concepts et au niveau du langage, à la hauteur de ce qu'on faisait dans le domaine scientifique. Il refusait, d'une certaine manière, de faire de la théologie avec des concepts qui avaient été peut-être trop marqués par une pensée prémoderne, si on veut. Il estimait que si les sciences s'étaient développées, alors nous devions aussi non pas changer, bien sûr, le contenu dogmatique, mais changer son expression pour lui donner toute son actualité. Et je trouve les démarches qu'il a fait si tôt dans les siècles passés, et avec tellement de courage vis-à-vis des pouvoirs qui existaient, qui existent encore, en particulier dans l'Église, mais aussi dans les milieux scientifiques, est vraiment fantastique. Il faut prendre son message, pour moi, l'ancrer dans sa science et tirer les conséquences. Et d'ailleurs, c'est très intéressant qu'il le savait bien, qu'il n'avait pas dans les mains la solution finale. Il a senti la fragilité de sa pensée. Vous savez, il faut lire la fin du Christique, c'est émouvant. C'est émouvant à pleurer. La fin du Christique, dans lequel il dit « Je suis monté sur la montagne et en redescendant, je me suis senti incapable de traduire l'extraordinaire expérience qui a été la mienne
Est-ce que je ne me serais pas trompé? Qui aujourd'hui? Je pense qu'il y en a quelques-uns qui peuvent le dire. Mais ce n'est pas simple de dire cela. À pouvoir dire, me suis-je trompé? Pouvoir même se poser la question. Et il a dit d'ailleurs aussi, je ne serai compris que lorsque j'aurai été dépassé. Qui actuellement est capable, lorsqu'on a fait l'expérience qui est la sienne, de dire cela? Ça, je dirais que ça sauve tout. Ça sauve tout. À la lumière des dernières grandes avancées de la physique quantique qui nous propose une nouvelle appréhension du monde, il apparaît aujourd'hui que le père Teilhard de Chardin ne s'était pas trompé. Il est maintenant possible de dire que la base du monde matériel est non matériel. Il est possible de dire que le réel, la réalité a la nature d'une totalité indivisible ou non séparable. Et on peut dire que les particules élémentaires ont des aspects qui ressemblent à des caractéristiques d'un esprit ou de conscience. Alors, on peut proposer, en agrément avec la physique quantique, que la réalité primaire, ce n'est pas une grande masse, mais une conscience. Et ça, c'est une condition importante pour une évolution qui va nous mener à des seuils de plus et plus élevés de mentalisation. Et on peut dire que sur le niveau quantique, le mental entre dans le monde matériel dans une façon naturelle. Des états mentaux deviennent matériels. Ou, comme la Bible a dit, le mot s'est fait chair. Le verbe s'est fait chair, c'est comme ça. La dernière phrase de Teilhard, sur laquelle je conclus assez souvent, qui est superbe, qui est très, très émouvante, lorsqu'il dit c'est la fin de son œuvre, c'est la fin du christique. Alors on se demande si c'est la fin de son œuvre, mais il est mort après. Le christique est-il terminé? Je pense qu'il est terminé. En tout cas, il est terminé par cette phrase. Il suffit pour la vérité d'apparaître une seule fois dans un seul esprit pour que rien ne puisse plus jamais l'empêcher de tout envahir et de tout enflammer. Pierre Teilhard de Chardin est mort le 10 avril 1955, le jour de Pâques, jour de la résurrection pour les chrétiens, comme il l'avait souhaité. Alors, il découvrit dans un éclair, partout présent autour de lui, l'unique nécessaire. Un lourd manteau tomba de ses épaules et glissa derrière lui. Le poids de ce qu'il y a de faux, d'étroit, de tyrannique, d'artificiel, d'humain dans l'humanité. Une vague de triomphe libéra son âme, et il sentit que rien au monde désormais ne pourrait détacher son cœur de la réalité supérieure qui se montrait à lui.